Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Écoute, Luc, en début d'émission, je parlais d'intimidation à l'école. Bernard Drinville a fait une vidéo où il discutait de l'intimidation avec 3 étudiants, tout ça. Et je disais, mais à quand des sanctions contre les jeunes qui harcèlent et qui intimident? Tu vas voir où je vais en venir. Et je lisais un texte d'une avocate française qui avait écrit dans le Figaro. Elle disait, il est temps qu'on donne vraiment des sanctions sévères aux étudiants qui harcèlent. Et là, Alex Moranville-Ouellet, ici, me dit, mais tu sais, il dit, regarde l'exemple qu'on donne aux États-Unis. Tu as un intimidateur en chef, tu as quelqu'un qui intimide tout le monde et tout le monde s'écrase devant lui. Personne ose lui tenir tête, que ce soit les géants du numérique, que ce soit le directeur de l'OTAN, que ce soit les démocrates, que ce soit... Il n'y a personne qui fait rien. Fait qu'elle dit, tu imagines l'exemple qu'on donne aux jeunes? Regarde, intimide, menace, le crime paie, finalement. C'est un des nombreux travers et une des nombreuses retombées négatives de cette administration-là et du passage de Donald Trump en politique. Et je répète encore une fois, ce n'était pas pour dire qu'avant c'était parfait. C'est qu'on a depuis très longtemps, à mon avis, dépassé la limite de ce qui se fait ou des modèles qui doivent être encouragés. On discutait hier tous les deux, il y a déjà des tribunaux qui réagissent, mais la réaction de Donald Trump ou la réaction de J.D. Vance ou d'Elon Musk hier, on n'a pas de bonnes nouvelles devant les tribunaux, on n'a pas de jugement en notre faveur. Pourquoi on ne pourrait pas congédier les juges partisans? C'est le raccourci qu'on prend comme ça. Ça fait longtemps que j'écoute, il a été élu démocratiquement, Donald Trump. Il faut donc que c'est aux Américains de se réveiller puis de dire cette manière de faire-là, surtout eu égard aux résultats, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas le modèle qu'on veut. On a reproché bien des choses à Barack Obama, puis je lui avais pas donné une note parfaite non plus quand il a quitté après 2 mandats. Mais s'il y a une chose qu'on pouvait dire, c'est qu'il a encouragé un modèle et des valeurs, je pense qui devraient à tout le moins être universelles. Sur la scène internationale, c'en est presque pathétique de voir les dirigeants étrangers, les responsables, on a discuté de l'OTAN hier, jouer aux côtés de Donald Trump comme si on avait affaire à un enfant. On veut éviter une crise du bacon, entre parents, c'est parfois comme ça qu'on le formule. Puis écoute, on va lui taper dans le dos, on va rigoler avec lui, on va faire semblant d'être d'accord, on va le corriger poliment. Il faudra qu'il y ait une fin à ça, éventuellement. Je veux surtout pas avoir l'air d'un partisan dans la campagne électorale qui va bientôt débuter au Canada, mais Mark Carney a tracé une ligne dans le sable. J'ai hâte de voir s'il va la respecter. Mais il a dit, tant et aussi longtemps qu'on nous manque de respect, c'est ce qu'a dit Mélanie Joly aussi, tant et aussi longtemps qu'on nous manque de respect, le premier ministre canadien ne va pas parler au président des États-Unis. Quand on n'a que mépris pour un partenaire fiable, un complice centenaire, si on ne parle que des règles du jeu actuel et de la frontière, moi je pense qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Et Donald Trump se comporte ces jours-ci exactement comme celui qui se fait tirer l'oreille présentement pour cesser l'invasion violente, illégale qu'il a fait en Ukraine. Il se comporte comme Vladimir Poutine. Écoute, Sam Harris, tu connais Sam Harris, qui est un militant pour la laïcité aux États-Unis. Ouais. Il a fait une vidéo au lendemain des élections aux États-Unis et il a dit, on critique beaucoup, et avec raison, Kamala Harris. C'est vrai qu'on la critique, puis elle mérite les critiques. Mais il dit, si elle avait été présidente, elle se serait entourée de gens normaux, de politiciens qui respectent les institutions, qui sont compétents. Elle n'aurait pas mis un anti-vax notoire à la tête de la santé. Elle n'aurait pas mis une propagande, une porte-voix du régime russe à la tête de la CIA. Il dit, ça aurait été des gens normaux, des politiciens normaux. Je trouve qu'il n'y a pas tort. Écoute, je ne peux qu'appuyer ça. On l'a critiqué ensemble, Kamala Harris. On a critiqué la stratégie démocrate. Cette semaine encore, j'ai eu des mots durs pour les démocrates qui me semblent, et d'ailleurs, on pourrait en reparler tout à l'heure dans les négociations actuelles
sur le budget aux États-Unis, ils agissent comme des poules pas de tête. C'est l'expression. Là, on court partout, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas de ligne directrice pour nous orienter dans notre réaction. C'est souvent ce que je déplorais. Quand je dis commenter la politique américaine, qu'on soit républicain ou démocrate, j'ai toujours adoré critiquer ça parce qu'on a des points de vue différents, mais jusqu'à Donald Trump, on s'entendait minimalement pour dire quand une élection est fiable, quand il n'y a pas eu de fraude, on reconnaît la défaite. Quand un tribunal se prononce, ben, soit on fait appel, soit on se rend au jugement, ou on attend une cour d'appel, ou on attend la Cour suprême, mais je n'ai jamais vu d'attaque frontale comme celle-là contre les institutions. Et c'est ce que je répète depuis longtemps. Donald Trump, on est ailleurs. Et souvent, quand je dis ailleurs, c'est même dans un univers parallèle, parce que on a beau vouloir, comme Macron, lui serrer la main, lui taper sur l'épaule, trouver une façon de trouver ça drôle. Je peux pas croire que le président Macron, quand il rentre chez lui, il se dit pas, je suis pas juste allé aux États-Unis, je suis allé dans une dimension différente aux États-Unis parce que c'était surréaliste. Il a été élu démocratiquement, donc attendons de voir ce que nos voisins vont faire après 4 années de présidence Trump, mais ça ne doit pas dire que nous, on se comporte comme des carpettes ou des tapis pendant ce temps-là. Et on le répète, Donald Trump, c'est un intimidateur, c'est un bully. Tant et aussi longtemps que vous allez reculer, vous allez jouer à lui donner des grenailles, il va vous amener ailleurs. Vient un moment où il y a un mur derrière, on ne peut plus reculer. Moi, je pense qu'on est rendu là. Exactement. Et tu disais, là, tu le dis à de nombreuses reprises, là, que les démocrates te décevaient en parlant de carpettes qui font la carpette. Et là, écoute, tu dis, ils se sont effondrés dans les discussions sur le budget. Raconte-nous ça. Écoute, on a un budget avec lequel les démocrates sont, sur le fond, je pense, unanimes. Ils sont en désaccord avec ça. Ce qu'on fait actuellement dans les coupures budgétaires proposées par l'administration Trump, et avec laquelle les républicains sont très fortement d'accord dans les deux chambres, c'est un chèque en blanc à Elon Musk et Donald Trump pour continuer à faire ce qu'ils font présentement. On l'a déjà dit, réduire la taille de l'État ou à tout le moins s'assurer qu'on en ait pour notre argent. Quand on envoie nos impôts pour financer les services de l'État, tout le monde va s'entendre là-dessus, républicains comme démocrates. Le problème, on revient à cette image, c'est qu'on le fait avec une chainsaw ou avec une scie à chaîne. On n'est pas en train de maximiser ou de rentabiliser. On est, en très mauvais français, en train de sacrer l'appareil à terre. Donc, les démocrates se retrouvent dans cette situation-là. On vous propose un budget. À la Chambre des représentants, on a voté selon les lignes partisanes. Ce qu'a présenté Donald Trump a été appuyé par les républicains et rejeté en bloc à une voix près par les démocrates. Pour que ce budget-là, qui est une loi, devienne loi, le Sénat doit maintenant voter sur ce projet-là. Et on a l'occasion au Sénat de bloquer le budget voté par l'administration Trump ou proposé, par l'administration Trump. Et là, on a le responsable de la minorité démocrate, Chuck Schumer, et M. Fetterman, le sénateur de la Pennsylvanie, dont on a déjà parlé tous les deux. Eux ont dit, nous, on va voter pour le budget. Et la stratégie de M. Schumer, de M. Fetterman, c'est si on s'en va dans un shutdown, dans une fermeture des services gouvernementaux, on va nous tenir pour responsables de ça. D'une certaine mesure, sous l'angle strictement politique, je leur donne raison. Si on s'en va en fermeture, ça veut dire que vous avez rejeté le budget. Pourquoi en passant, là, pour ceux qui nous écoutent, il y a une particularité au Sénat, il faut, pour éviter ce qu'on appelle un filibuster, il faut avoir 60 sénateurs qui demandent le vote, puis ensuite on peut voter ça à majorité simple. Et les républicains n'ont pas 60 sénateurs. Okay. Maintenant, Nancy Pelosi, qui n'est plus là, bien sûr, comme dirigeante ou comme chef de file des démocrates, mais qui siège toujours comme représentante, a dit c'est un faux choix. Parce que ce que font Schumer et Fetterman actuellement, c'est qu'ils se couchent littéralement devant Donald Trump. Ils n'ont exigé aucune concession. Ils n'ont rien demandé à Donald Trump pour dire on vous accorde le vote. Et j'ai hâte de voir parce que Donald Trump a besoin de 7 votes, je pense, démocrates pour être en mesure de faire passer ce budget-là. Il n'en a que 2 présentement. Et le sablier est presque vide. On approche de l'échéance. Encore une fois, c'est toujours le même psychodrame quand vient le temps de parler de budget. Est-ce que Chuck Schumer, qui est le meneur démocrate, est capable d'aller chercher un 5, 6, 7 autres démocrates? C'est ça qui se joue actuellement. Donc, l'affrontement n'est pas entre républicains et démocrates. Ça se passe strictement entre démocrates aujourd'hui. Et au moment où on se parle, j'ai fait le décompte juste avant qu'on entre en onde, on est toujours à 2 démocrates. Il en faut plus que ça. Donc, est-ce qu'on va appuyer la volonté de notre meneur, de notre chef, Chuck Schumer,
ou si encore on va dire non, avant de voter pour ça, parce que ça va contre tous les principes démocrates, oui. Est-ce qu'on exige au moins quelques Vraiment, concessions, ne serait-ce que pour sauver la face? C'est là où on en est cet après-midi, Richard. Je peux même pas croire qu'il se pose la question. Luc, ben c'est sûr que, mon Dieu, tu défends tes principes et tu te tiens debout. C'est certain Et que si, tu fais pas et la si je vois carpette. ça, voilà, et si je vois ça comme parti politique, là, j'ai pas eu de réaction forte encore après. Maintenant, là, on approche plus du deuxième mois là, de la présidence Trump. J'ai pas eu de réponse forte de groupe à l'administration. Tout le monde, j'écoutais la télé ou je prends les réseaux sociaux américains, tout le monde dit, ils sont où les démocrates? Là, ils ont une occasion de mettre le pied à terre, de se faire entendre, puis d'expliquer pourquoi ils sont contre. Ils sont sur le point de se coucher, à moins que dans la soirée, on retrouve une forme d'énergie, de colonne vertébrale ou de pensée stratégique plus utile. C'est l'état dans lequel le parti est au moment où on se parle. Et en terminant, écoute, tu m'as presque envoyé une mini pièce de théâtre, un mini sketch. Alors, je vais jouer le sketch, si tu permets. Alors, c'est Vladimir Poutine qui arrive au service à l'auto, OK? Fait que la femme le reconnaît, la fille le reconnaît. Ah, Monsieur Poutine, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, moi, aujourd'hui, je veux un règlement avec l'Ukraine. Elle dit, correct. Est-ce que vous voulez autre chose avec ça? Il dit, je vais prendre, moi aussi, le 5e du territoire, pas de présence de l'OTAN, puis la baisse des sanctions contre la Russie. Elle dit, OK, je prends ça en note. Un chausson avec ça? C'est vraiment ça. Puis, voilà, et il veut aussi qu'on reprenne les relations diplomatiques, qu'il y ait une présence diplomatique américaine au Kremlin, puis grosso modo, qu'on se mêle pas trop de ces affaires, mais on y revient encore, on parlait de cesser le feu, puis je pense que Volodymyr Zelensky a à la fois été réaliste et marché sur son orgueil. Il a dit, je suis prêt à accepter l'offre du président Trump, pour laquelle on ne sait toujours pas ce qu'il y a comme garantie de sécurité ou de protection pour l'Ukraine. Si on a écouté les Européens plus tôt cette semaine, là, c'est exactement ce qu'on craint. C'est que les Américains sortent de là ou qu'il n'ait qu'une présence minimale. Et si on est Européen, on l'a dit plusieurs fois, l'Ukraine, c'est pas mal plus proche de nous que pour le Québec et le Canada. Donc, ce qu'on craint, c'est que Vladimir Poutine ne reprenne sa marche et qu'il menace ensuite une autre zone géographique. Donc, Vladimir Poutine, effectivement, se présente au service à l'auto, il se fait tirer l'oreille. D'abord, en passant, il y a un petit peu appelons ça un show de boucan. Il dit, moi, j'ai pas besoin de cette pause-là, le cessez-le-feu, les Ukrainiens en ont besoin. C'est pas vrai. Toutes les données dont on dispose montrent que son armée est dans un sale état. Mais de l'autre côté, et j'ai hâte de voir ce que va répondre là-dessus le président Trump, c'est redonnez-moi mes sous, faisons tomber les sanctions, je prends tout le territoire, je prends les richesses dont j'ai besoin, puis vous tassez l'OTAN, et peut-être que là, on va jaser. Si c'est pas extorquer ou humilier l'Ukraine, je sais pas ce que les Américains sont en train de faire. Ben, comme tu dis, un chausson avec ça, M. Poutine, vraiment. Voilà. C'est n'importe quoi. Merci, bon week-end, Luc. Salut. Bon week-end, Richard.